Donc, je suis une artiste et j'ai toujours eu à cœur de définir mon territoire d'intervention ou d'expression. Comme si créer, exposer et vendre mes œuvres en tant que plasticienne n'exprimait pas complètement l'artiste que je suis. Au-delà de l'aspect de mon travail en tant que métier et qui doit répondre à des impératifs matériels, j'ai cherché longtemps à donner une définition de ce que j'étais en tant qu'artiste. Aujourd'hui, j'affirme, je suis une artiste de la pensée. Ce qui m'intéresse comme objet d'étude et que je cherche inlassablement à transcrire en mots, en forme ou en actes, c'est comment je pense, quel est le cheminement de ma pensée et comment elle s'exprime, de quoi elle se nourrit, depuis quel espace de moi elle s'enracine, comment elle s'exprime dans le monde, comment elle intègre le monde, comment elle s'enrichit de l'expérience et de la rencontre. Donc c'est pourquoi j'ai invité à cette conférence table ronde Michèle Salamero, formatrice, qui arpente les sujets que sont le deuil, le vieillissement et la mort, et Odile Jourdain, ostéopathe, qui se définit comme une veilleuse du ressac, de la vibration du corps. Je nous considère comme trois exploratrices qui, depuis notre expérience professionnelle, personnelle, sociale, historique, transgénérationnelle, nous ne cessons jamais d'amplifier, d'élaborer, de confronter nos perceptions, nos compréhensions, nos raisonnements, nos recherches, pour donner finalement sens à notre humanité, afin de donner sens à notre finitude. Je suis née dans le corps, dans une enveloppe incarnée pour mourir. En tant qu'artiste, qu'est-ce que cela veut dire? En quoi l'art dans son absolu répare, me répare et rend supportable mon humanité, c'est-à-dire ma finitude? J'aborderai cette question depuis mon expérience de plasticienne, mais aussi ma formation de psychanalyste. Je vous montrerai l'élaboration en images de 3 pièces et j'extrapolerai sur la notion d'image, sur la peinture et plus largement sur l'art pictural. J'ai demandé à Odile et Michèle de m'apporter leur singularité depuis leur expérience. Je dis expérience au pluriel, c'est-à-dire tous ces temps de réalité, d'incarnation, ces temps particuliers qui viennent nourrir nos échanges, augmenter notre champ de conscience et orienter nos vies. Nous parlons beaucoup depuis nos expériences particulières sur le sens, ce qui nous guide respectivement, nos aspirations et comment nous supportons le non-sens quand nous le vivons. Depuis quelques années, je privilégie le papier et un format de papier, le kakémono, ce qui m'a amené à travailler d'autres formes de papier et par concours de circonstances, la carte routière. Là, je vais vous partager l'écran pour vous montrer les images. Hop, je commence. Alors attendez, voilà. Je vais mettre le diaporama. Voilà. Alors, le premier point dans ma démarche, c'est le contexte. Je m'appuie toujours sur le contexte. Le lieu où je travaille, petit ou grand, éclairé ou sombre, habité ou désert, les matériaux qui apparaissent, ceux oubliés dans les lieux, ceux proposés, ceux offerts, les techniques qui se réinvitent par le souvenir et la mémoire, par la tentative et le jeu exploratoire, par le mimétisme volontaire ou inconscient. Alors là, par exemple, je vous présentais tout d'abord des carrousels de papier que j'avais fait avec des enfants. On travaillait sur la chronologie du temps. Voilà l'idée qui m'est venue. Ça aurait pu être juste une expérience qui passait, et finalement, cette expérience-là, elle s'est mise quelque part et elle est restée. Ensuite, je me suis retrouvée dans une résidence à mon contour, et la chose la plus importante dans cette résidence, c'était qu'il y avait une grille au plafond et que je pouvais suspendre de la manière que je voulais, ce que je voulais. Et à ce moment-là,
j'étais venue pour travailler sur des toiles et finalement, j'ai travaillé sur ces grandes bandes de papier. Là aussi, dans le contexte, d'autres artistes qui m'avaient précédé avaient oublié du papier ou avaient laissé du papier, notamment du papier abîmé. Et ce papier-là, je m'en suis servi pour faire ces grands kakémonos parce que ce qui m'intéressait aussi dans le papier, c'était le côté qui avait vécu, accidenté, qui n'était pas parfait. Ensuite, je suis partie au Maroc. Là aussi, j'ai été invitée dans une résidence internationale là pour travailler et créer des toiles. Finalement, je suis tombée sur un rouleau de carton et là aussi, j'ai repris cette option, cette notion de kakémono, mais j'ai souhaité rajouter le tissage. Sans aucun doute, parce que j'étais entourée par des femmes qui travaillaient les tapis et voilà, je me sentais impressionnée par cette notion de tissage. Je suis repartie au Maroc quelques mois plus tard. Là, le contexte était vraiment des puits de lumière, un certain type de papier. Et là, de nouveau, j'ai continué à expérimenter alors que je n'étais pas partie pour cette option-là en point de départ. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un papier qui est trop fin, qui ne correspond pas du tout à ce que je voulais, que je dois maroufler, que je dois tester avec des couleurs qui ne sont pas celles que je devais traiter, etc., etc. Donc, vraiment être dans l'expérience du moment. Voilà, ça c'est un autre travail par rapport à du tissage de papier. Donc, je vais revenir, je vais arrêter le partage de l'écran. Et là, je me permets juste un tout petit arrêt technique parce qu'en fait, le micro, je ne sais pas pour vous, mais ça fait un bruit d'enfer. Ah bon? À cause de ton papier, ma belle. Oh, flûte. Donc, je vais l'accrocher là. Oh, dans super. une autre vie, j'étais ingé son. Voilà. Formidable, merci. Donc, ce contexte, là, je vous ai présenté quelques images et ce travail, ces images que je vous ai présentées, elles s'étendent sur plus de 4 ans. Et elles ont été saisies par rapport à aussi tout un chemin de plasticienne, mais que je faisais vraiment en conscience et qui était en parallèle de ces images-là et de ce travail-là. Donc, ce contexte vient nourrir un espace intérieur et surtout un mouvement. Le contexte, dans ce qu'il produit au dehors de moi, va créer une énergie sur laquelle je vais rebondir. Alors là, je vais vous montrer un autre diaporama. Donc, je vais repartager l'écran. Et là, je vais vous présenter quelques images. Alors, ce n'est pas ça. Pardonnez-moi, je ferme. Voilà. D'un autre travail que j'ai réalisé pendant le confinement et qui s'appelle « Confinement et après, point d'interrogation ». Donc, quand je crée, je suis souvent dans un travail minutieux, besogneux ou répétitif, ce qui autorise le vagabondage de ma pensée. Ce mouvement, ce continuum, va impressionner l'œuvre en cours. Et paradoxalement, ce continuum est scandé, rythmé par de nombreux télescopages. Une interruption par un appel, une conversation sur un tout autre sujet, une sensation qui s'invite, un registre qui prend toute la place. Ces télescopages interviennent subrepticement dans la tenue de mon geste, le choix d'une matière, d'une technique. Ces éléments non définis au préalable, je les accepte comme ayant une vie propre, une nécessité à s'exprimer de façon autonome. La création me précède et je reste attentive à ce qu'elle garde la prééminence. Je la suis, souvent sans savoir, en prenant le risque de ne pas savoir. Bien entendu, j'ai besoin de repères et régulièrement je me réfugie derrière une technique ou une forme apprise. Inexorablement, à un moment, cela ne fonctionne plus et je dois faire confiance.
Là, dans cette première image, c'est donc nous étions pendant le confinement. J'ai fait le choix de travailler sur une pièce et notamment sur une carte côtière de Paris, puisque j'étais confinée à Paris. J'ai décidé de reprendre la notion de tissage, donc c'était une forme que j'avais déjà expérimentée en d'autres temps, parce qu'à ce moment-là, je pensais ne pas avoir suffisamment de fils parce que je peins, mais aussi je brode. Et donc, je me suis lancée dans le tissage. Je ne savais pas pourquoi je faisais aussi ce tissage et pourquoi j'avais besoin de cette rigueur, de cette impeccabilité de ce travail-là. Ces réponses sont venues plus tard. Ensuite, j'ai rajouté de la feuille d'or. Pas parce que j'avais l'intention de mettre de la feuille d'or, mais il se trouve que j'ai eu un dégât des eaux et qu'en vidant mon placard, je suis tombée sur quelques feuilles d'or qui étaient collées et qu'il fallait impérativement que j'utilise, sinon il fallait que je les mette à la poubelle. Donc voilà, j'ai mis ces feuilles d'or sur ma carte. Mais voilà, ça ne donnait toujours pas de réponse, ça ne donnait toujours pas une œuvre, si je puis dire. En tous les cas, il y avait quelque chose qui c'était en cours, en chemin. Et puis j'ai retrouvé du fil. Et donc je me suis dit, chic, je vais broder, mais surtout je me suis aperçue que ma carte était une carte ancienne, fragile, et même si je l'avais marouflée, elle se déchirait au niveau des plis. Donc il a fallu que non seulement que je brode, mais que je ravaude. J'ai continué, cette fois-ci en reprenant un point que je connais, qui permet à travers la broderie de donner de la couleur. Puis, il me semblait important, je ne sais pas trop pourquoi, mais sans aucun doute parce que j'étais influencée par la nature qui reprenait ses droits, par le chant des oiseaux. En tous les cas, ça, c'est une explication que je donne après coup, à mettre des petits dessins qui avaient quelque chose d'un peu organique. Et voilà la pièce terminée. Et voici la pièce, alors la lumière est différente, présentée dans une exposition. Donc, ce cheminement-là, pour évoquer ce fil que je suis sans suivre, ce fil où je me laisse porter, où j'attrape ce qui est là, ce qui est présent, et qui m'impose cette confiance fondamentale. Donc, je me reconnais comme une artiste plasticienne, mais surtout comme une artiste de la pensée. Je considère mes œuvres comme des jalons, des points de référence qui témoignent d'une expérience à l'instant T, c'est-à-dire l'expression mise en scène, dramatisée en quelque sorte, de moments de vie, seul ou accompagné, où le réel fait irruption dans la continuité de mon existence et me donne un sentiment d'éternité. Je ne peux envisager ma production en dehors des mouvements et registres qui m'animent. Ainsi, mon travail est d'observer comment ma pensée chemine entre des contenus internes, des émotions, des souvenirs, des impressions dans le corps et le contexte dans lequel je vis, contexte social, politique, affectif, etc. Ce mouvement permanent entre le dedans et le dehors m'aide à me définir et à m'ajuster au monde. Entre un point A et un point B que je parcours, à la fois sur les cartes qui sont la base de mes œuvres depuis 3 ans, mais aussi entre chaque pièce qui se crée. Ainsi, je relie mon travail et son expression depuis une historicité, la mienne, le temps auquel j'appartiens et que je vis charnellement. Et donc, je me sens portée par 2 questions. Comment suis-je incarnée et comment vivre cette incarnation quand je sais que je vais mourir? Alors, en quoi l'art répare et pourquoi dans son absolu? En indiquant dans son absolu, je vais arrêter le partage, je veux dire l'art sans ajout de mots, d'explication. L'art de par sa seule présence
permet à celui qui le contemple de se connecter à un registre immédiat. Ce registre nourrit, nous rend vivants. En tous les cas, me rend vivante. Je parle avant tout des œuvres picturales qui sont du registre de l'image parce que c'est l'essentiel de mon expérience. Même si je peux avoir le goût de la musique ou du cinéma, c'est vraiment l'œuvre picturale qui est la plus forte pour moi. Alors que ce soit une représentation figurative ou abstraite, et donc plus précisément la peinture. Je postule que la peinture, qui régulièrement est jetée aux orties et toujours revient, pose une note ténue, subtile, mais continue. Ce continuum anime le peintre qui laisse une trace ou celui qui la contemple. Cette vibration, ce registre agit sans conscience, sans postulat, par sa seule présence. Elle résonne en nous. Elle porte en elle à la fois la durée et la constance, tout en faisant effraction par l'émotion. Nous voilà saisis, attrapés, tout autant par la force de l'image et la note qu'elle laisse en résonance. Ainsi, la peinture, de par sa seule présence, le seul fait d'exister, depuis la nécessité, l'urgence, la passion de celle ou celui qui l'exprime, convoque le monde, le public, celui qui la regarde ou qui l'ignore. Je crois que l'œuvre picturale nous connecte à l'intime de chacun et chacune. Elle nous ramène dans un lieu interne d'avant les mots, d'un espace d'éternité, et réactualise ce qui est pour toute personne. L'œuvre picturale nous rappelle en un lieu parfois oublié, parfois mis en déshérence, et qui aspire à la mobilité et au mouvement. Je crois que la peinture nous éclaire avec constance sur notre historicité, d'où je viens et vers où je vais. La peinture est trace, juste une trace. Et cette trace a la puissance de l'évocation, du souvenir, de l'émotion, du tangible, mais aussi de l'intangible. Elle questionne et nous interroge, peut-être nous éclaire sur un espace inconnu, une aspiration, et crée de la reconnaissance. Elle nous permet de retrouver une familiarité sensible. La peinture pose ce paradoxe de mettre dehors une singularité, celle de celle ou celui qui a tracé, et en même temps de créer une proximité, de faire appel à une sensibilité commune qui me relie à l'humanité tout entière, passée et présente, sans oublier notre humanité en devenir. Créer, c'est oser mettre à jour mon unicité, ma singularité, tendre à cette expression intime de soi qui a besoin de la trace pour que je puisse faire œuvre de reconnaissance, pour que je puisse me regarder, me reconnaître dans mon identité à un moment particulier. Cela passe pour moi par cette trace qui va faire intercession, sans explication, sans justification. Cette expérience où la peinture fait médiation, et plus largement l'art en général, qui permet de se partager au plus près de soi, de se reconnaître dans nos espaces intimes les plus fragiles, les plus questionnants, inconnus, de vivre cette magie d'une expérience commune, et ainsi d'atteindre au sacré, c'est-à-dire de ce qui en nous est inaliénable et mérite toute notre attention. En fait, celui qui contemple se parle à lui-même. En face, il y a l'œuvre qui nous altère, mais qui en retour ne sera pas altérée. On peut toucher du doigt en regardant cet espace inaltérable et donc la transcendance.
La peinture nous fait prendre conscience de cet espace interne d'éternité au-delà de la mort. Il y a aussi une gratuité dans la création. Avant que l'œuvre n'intègre le marché de l'art et devienne un élément constitutif d'un métier. D'ailleurs, il m'est indispensable d'oublier cette notion de valeur marchande, sinon je me retrouve à coller à un principe de réalité qui annihile de facto toute manière de jouer, c'est-à-dire d'expérimenter avec joie et enthousiasme, sans objectif ni expectative. Créer, c'est jouer et donc entrer dans un champ de l'enfance où mourir n'existe pas, ou plutôt mourir n'est pas un problème puisque je peux revivre, recommencer tout autant de fois que mon jeu l'exige. Alors je vais vous montrer un dernier diaporama. Hop, je vais fermer. Alors, attendez, c'est pas celui-là. Excusez-moi. Tac. Alors, je vais aller derrière pour le fermer. Partager l'écran. Pourquoi c'est celui-là qui apparaît? Je ne suis pas très douée, pardonnez-moi. Alors, je ferme les différentes choses. Voilà. Nous y sommes. Donc, je vais vous présenter cette œuvre-là qui est la dernière que j'ai réalisée et qui raconte bien à la fois cette question de où je me laisse guider, où c'est la création qui décide pour moi et où il y a aussi cette notion de télescopage, c'est-à-dire où des pensées viennent se superposer et où dans ma manière de travailler, je vais changer en permanence d'échelle, c'est-à-dire que je vais être dans le plus précis et au plus près de l'œuvre et en même temps prendre de la hauteur de manière permanente et voir aussi comment ma pensée va défiler de manière constante, passant d'un point à un autre, d'un souvenir parce que étant sur une carte routière, cela m'évoque un endroit que je connais ou une personne qui a habité cet endroit ou quelque chose qui me rappelle ce lieu-là. Et puis, continuer à tenter, expérimenter, chercher, essayer. Donc, là, voilà, cette pièce qui s'appelle Archipel, j'ai commencé par la travailler à la peinture. À ce moment-là, je n'avais pas repris l'huile. J'étais très encouragée par différentes personnes, mais voilà, pour le moment, j'étais encore dans l'acrylique. Et puis, tout soudain, une forme ces grandes formes sont réapparues. Ce sont des formes que j'ai beaucoup utilisées par le passé. J'ai mêlé donc des petites taches qui sont très présentes dans mes travaux plus anciens et puis ces grandes formes. Voilà, je suis allée plus précisément sur la tâche. Et étant un peu perdue, je fais comme parfois, je change de média, je scande, je bouge, je me déplace. Et cette fois-ci, je me suis mise à broder. Comme je ne savais toujours pas où aller, j'ai superposé. Et cette notion aussi de superposition, elle est vraiment importante pour moi. C'est vraiment de pouvoir poser comment je vais toucher à la fois sur quelque chose qui est de l'ordre de continu, mais aussi de strate. Et la strate est faite par à la fois ces temps d'expérience, mais aussi tout ce qui m'a nourri pendant ce temps-là de la création. Il faut savoir que mes cartes prennent énormément de temps. Je peux passer 3 ou 4 mois dessus. Donc forcément, elles vont beaucoup bouger et elles portent en vibration tout ce que j'ai vécu pendant ce temps-là. Hop, je remets. L'autre chose, c'est pour ça que souvent mes cartes portent 2 titres.
un titre qui date du début de la création et un titre au moment où cela se termine. Donc là, on voit d'un peu plus près tout le travail qui est fait sur cette carte-là, où là, j'ai rajouté à un moment donné, parce que j'étais tellement perdue, que j'ai cherché à cerner l'œuvre avec du fil de coton orange. Mais ça ne donnait toujours rien et j'étais toujours autant perdue. À un moment, j'ai décidé de reprendre l'huile. Ça faisait longtemps ça faisait une matière que j'avais abandonnée il y a un certain temps. Je ne sais pas trop comment j'allais faire sur le papier avec, mais voilà, je me remets à travailler l'huile. Je la répartis, pas de manière très claire sur la pièce. Voilà, un moment, quasiment elle est terminée. Et pourtant, il y a encore quelque chose qui me dérange. C'est quelque chose qui ne va pas. Je laisse passer encore un peu de temps et la voici terminée. Voilà. Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. La résistance de l'œuvre picturale est parfois très violente, brusque, impérative. À ce moment-là, dans cette incompréhension, je rencontre l'altérité. Cet espace de non-rencontre, de non-compréhension de l'inconnu, de ce qui m'est étranger. Parce que là, ce que je vous ai raconté par rapport à la pièce précédente, je vous le raconte très joliment, très gentiment. Mais par exemple, Marc, qui est présent ici, peut voir par moments que je peux être, comme d'autres, dans des affres, à ne pas savoir, à chercher, à tournicoter dans l'atelier, à aller voir les copains pour voir ce qu'ils font, et parfois être rassurée quand je perçois qu'ils sont aussi perdus que moi. Cet espace de non-rencontre, de non-compréhension de l'inconnu, de ce qui m'est étranger, j'ai alors besoin de temps d'apprivoiser cette forme donnée à voir que j'ai transcrite et pourtant qui ne me ressemble pas. C'est alors que celui ou celle qui regarde, qui contemple, sera si nécessaire, afin de m'aider à supporter la forme qui advient. Devant l'enjeu du réel, c'est-à-dire le mouvement toujours surprenant de la vie et de ses méandres, il s'agit de m'interroger dans l'être ensemble, l'être au monde et ma finitude. L'art répare car il tisse des bouts de rien, des penses bêtes, des objets magiques. Il permet les rituels qui créent des ponts, des assurances que la vie dans sa continuité est toujours là. Parce que quand une œuvre est terminée, il y a quelque chose aussi de la mort qui est là, quelque chose qui s'arrête, qui se clôt, avec parfois une angoisse profonde. Est-ce qu'une autre œuvre va pouvoir naître? Est-ce qu'une autre pièce va pouvoir être là? Est-ce que la création va encore se donner? Cette question-là aussi, elle se pose pour moi quand, à un moment donné dans mon travail, je suis perdue sur une pièce que j'ai avancé et qu'il va falloir que je sacrifie, si je puis dire, un élément, une couleur, que j'y revienne en disant, voilà, ça me plaît, mais ce n'est pas suffisant. Et à ce moment-là, je vais effacer, recouvrir, mais en ayant confiance que la peinture me guide, et surtout en ayant fait l'expérience, même si je recouvre la totalité de mon œuvre, que ce que j'ai mis en deçà vibrera et que cette vibration sera toujours là. Enfin, sans le mot, lavant les mots, tout ça, tout ce silence, ça n'altère pas le mystère et permet aussi de le supporter. Nous acceptons volontiers de ne pas tout comprendre d'un artiste et de son œuvre. Il devrait en être ainsi pour tous. Cela nous donne à expérimenter cet élan du cœur, positif ou négatif d'ailleurs, sans forcément savoir,
avec cet espace d'incertitude, d'incompréhension supportable. L'art nous renvoie au désir, mais le désir premier, vital, qui nous pousse à advenir au monde et à regarder autrement, à regarder au-delà du sens des œuvres, du sentiment ou de l'émotion provoquée, au-delà de la proximité ou au contraire de l'éloignement mis en mouvement dans la contemplation d'une œuvre. Quand je dis contemplation, cela peut être une contemplation méditative d'une peinture ou l'écoute d'une pièce musicale, mais aussi la contemplation immersive quand on assiste à une pièce de théâtre ou à une rave party. Dans ce temps de contemplation, au-delà de l'esthétique de l'œuvre que nous validons ou rejetons, ce qui répare et fait expérience, c'est que nous faisons l'expérience partagée de l'expression de la singularité de l'autre. Nous sommes l'accueil, le monde, en portant notre regard et notre attention à l'expression de celui qui s'essaie au jeu de la création. Dans cet accueil que nous vivons sans percevoir forcément son importance et sa fonction, nous expérimentons par procuration ou délégation l'expérience de la singularité de l'autre. Et cette expérience va se sédimenter pour peu à peu, et donner la force d'exprimer à chacun sa singularité. Jusqu'au moment où l'art va permettre la rupture, le choc de la différence, du nouveau et d'un nouveau saut dans l'inconnu. Merci. Merci. Bravo. Waouh. Bravo. Merci beaucoup Marie-Édith, sublime. Merci. Alors voilà, j'ai beaucoup parlé et maintenant je laisse la parole à mes collègues qui elles-mêmes. Alors, je voudrais repréciser aussi, c'est que Odile et Michel, chacune dans leur partie, font aussi œuvre en permanence de création. Odile, parce qu'elle est une amie d'enfance, mais elle est aussi une ostéopathe avec laquelle j'ai travaillé et qui a travaillé sur mon corps, qui a travaillé aussi avec mes proches et où régulièrement je l'ai vue, où j'ai ressenti cette inventivité, cette créativité, cette manière de chercher, d'oser. Et parce que nous étions dans la relation et l'expérience, parce que nous étions dans la rencontre, parce que j'étais dans la contemplation de ce qu'elle était, pouvait donner impossible. Et là, je vais lui laisser la parole. Et puis, à Michel, j'en parlerai ensuite. Odile, c'est à toi. Oui, c'est à moi. Bonsoir tout le monde. Oui, comment rebondir sur cette jolie introduction, conclusion. Moi, je suis ostéopathe, effectivement praticienne de soins au tambour, et donc toute la journée, je me mets au service avec mes mains et mon tambour, mais souvent avec mes mains, de la personne qui vient me voir. Et comme Marie-Édith me présentait comme une veilleuse de ressac, c'est vrai que la vibration du corps m'interpelle en permanence. Et s'il y a bien un truc que je cherche toute la journée dans le corps de l'autre, c'est sa vibration, sa façon d'être vivant au sein de ses cellules, au sein de son corps. Certains diront le rayonnement de l'âme. C'est vrai que l'œuvre d'art m'interpelle parce que chaque être humain est une œuvre d'art et chaque être humain a sa façon de vibrer, sa façon de battre avec son cœur, sa façon de vivre une émotion. L'importance de l'art, c'est qu'il nous renvoie au niveau du corps une vibration, une émotion, et c'est là qu'il est indispensable. C'est là que nous partageons, Marie-Édith et moi et tous les artistes que nous sommes, un besoin de respirer, un besoin de souffler, un besoin de vibrer. Et quand ça ne peut pas se produire, le corps peut tomber malade, malade de ne pas être vivant, malade de ne pas ressentir une émotion, malade de ne pas vibrer, malade de ne pas
pouvoir faire émerger de la lumière, parce que la cellule, elle est comme ça, elle vibre, elle chauffe, elle émet de la lumière. La peau est translucide, les yeux apportent de la lumière et la cellule a besoin de lumière. Ce sont des panneaux solaires qui sont en nous et des milliards de panneaux solaires qui n'attendent que ça. Donc l'art à l'extérieur, la musique, le chant, la sculpture, la peinture, nous éclaire au propre et au figuré. Il nous éclaire vraiment dans nos cellules, il nous éclaire la pensée et le cœur. Donc pour moi, c'est vraiment important cet échange qui se passe sur la table entre mes mains, entre mon battement de cœur, entre le battement de cœur du patient. Et cette alchimie ou pas, parce que parfois il n'y a pas d'alchimie, parfois il y a deux personnes qui se rencontrent pour échanger sur la souffrance et la douleur, c'est déjà une alchimie en soi, mais quand le ressac, c'est-à-dire ce souffle merveilleux qui est la vague liquidienne qui nous anime et qui prend de l'ampleur tous les 20 minutes et nous réinitialise, et bien, quand cette vague communique avec la mienne, en l'occurrence, parce que c'est moi qui suis l'ostéo, ça peut donner quelque chose de transcendantal. Et ça nous transcende et ça permet au patient, à la personne qui s'en va, de se dire qu'elle a touché dans l'éphémère et dans l'infinie rapidité une once du divin, une once de cette parcelle d'éternité qui nous emmène au-delà de la mort. C'est-à-dire que la relation se termine, mais au sein du corps, il y a une étincelle d'éternité qui s'est animée. Et c'est ça qui, pour moi, nourrit mon ostéo tous les jours, qui nourrit la relation sur ma table, parce que sinon, je pourrais m'ennuyer, hein, comme tout le monde. Mais je me considère comme une artiste de la vibration, du ressac, du souffle, de la respiration, parce que je guette de façon très vigilante où la cellule va pouvoir démarrer. C'est sans doute ce qui fait ma différence avec d'autres personnes, c'est que l'émotion de l'autre anime sa lumière et moi je suis très très consciente, amoureuse, lucide de cette lumière. Je ne la vois pas comme un médium, je ne la vois pas comme un chaman, je ne la vois pas comme un artiste pictural, mais je me considère comme une architecte du corps et comme une animante, une animeuse de la vibration intérieure de l'autre qui va réveiller son médecin, qui va réveiller son propre artiste, qui va lutter contre sa finitude terrestre en animant sa spiritualité, son éternité, l'espace d'un instant dans son enveloppe charnelle. C'est-à-dire que vraiment, quand on perd le vivant, ça commence par un petit sommeil d'une partie du corps. Alors, ça peut être un symptôme, une névralgie cervico-brachiale, une sciatique, n'importe quoi. Ça, c'est une petite perte de vivant. Et puis, ça peut gagner la vitalité, l'œuvre d'art que nous sommes sur toutes et chacun. Cette parcelle d'éternité qui nous anime tous les jours, elle peut s'enfouir, elle peut survivre, elle peut s'éteindre tous les jours, elle peut être choquée, sidérée, mise de côté. Et je pense que l'art à l'extérieur, n'importe quelle œuvre d'art, va réenclencher cette vitalité, va provoquer ce que moi je peux provoquer sur la table avec mes mains et en entrant en contact avec la personne. Eh bien, à l'extérieur, la vibration de l'art nous anime. Et c'est pour ça que ça nous réunit ce soir, c'est aussi pour nous dire que c'est super important de faire vivre l'art, la culture, le théâtre, la musique, parce que nous avons besoin d'être rassemblés dans nos parcelles d'éternité. Nous avons besoin vraiment de ces vibrations émotionnelles. Nous avons besoin d'être des artistes qui sont réparés, mais pas que réparés, des artistes vivants, transcendants, des artistes qui créent tous les jours une œuvre. Et c'est vrai qu'il y a des gens comme Marie-Édith et d'autres artistes qui utilisent beaucoup de supports, beaucoup de matériaux, des instruments pour émettre du son qui nous anime, nous, quand on le regarde, quand on l'écoute. Et puis, il y a des arts silencieux comme le mien, sauf quand je joue du tambour, mais sinon, c'est un art silencieux où rien ne se voit, rien ne peut se dire,
où on a l'impression de dormir, on a l'impression en permanence voilà, qu'il y a une relation innommée, mais au final, l'émotion qui est créée à la fin de cet échange relationnel, ça met naturellement en route un ressac à l'intérieur de nous, une onde, comme la brise du vent sur un lac qui vient animer l'eau. C'est exactement la même chose dans le corps. Et ce ressac, il est animé par notre battement de cœur. Toute la vie, de la naissance à la mort, c'est notre battement de cœur qui anime nos liquides. Mais cette onde, normalement, elle doit nous traverser de A à Z et parfois, elle s'arrête et elle reprend ailleurs. Elle s'arrête, elle reprend. Quand on rentre en dépression, elle s'arrête vraiment beaucoup. Quand on meurt, elle s'arrête 3 minutes après la mort de l'arrêt du cœur. Mais c'est important de convoquer son être profond dans sa dimension artistique parce que je pense que nous pouvons vraiment être réparés par nous-mêmes, par l'art, par les arts plastiques, par toute œuvre d'art de l'extérieur ou de l'intérieur. Voilà, nous pouvons convoquer toutes les minutes notre ressac ou le faire émerger grâce à la culture, grâce à l'art, grâce à tout ce qu'on va voir dans les musées, au spectacle, au cinéma, etc. Ce sont des vibrations et nous sommes des symboles et nous avons besoin pour symboliser d'être percutés, d'être choqués, d'être sidérés, d'être réanimés, c'est le cas de le dire, de passer en service de réanimation pour connaître une expérience de mort imminente sans rebondir ou se redresser. Et ben, c'est tout ça que l'art véhicule et à mon goût, les médecines alternatives, les artistes, n'importe quel artiste, n'importe quel échange vibratoire est une œuvre d'art. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Wow. Merci. Merci. J'ai bien fait de l'inviter. Merci, oui. Donc, vous imaginez la force de nos échanges, de nos discussions jusqu'à point d'heure dans la nuit. Parce qu'effectivement, tout ce qu'a dit Odile et cette notion de vibration, là où on peut être choqué, sidéré, réanimé, je crois aussi par rapport à la peinture, dont je disais, tout ce que je mets, tout ce que je porte de la peinture va se mettre dans la peinture. Mais ce que je crois aussi, c'est que la peinture, parfois de manière totalement immobile, mine de rien, une pièce qui sera sur un mur, voilà, une petite œuvre, quelque chose qui n'a pas l'air de grand-chose forcément, eh bien, que l'on va regarder un peu, beaucoup, on va s'arrêter, on va y revenir, on va reprendre, eh bien, ça participe de cette vibration qui nous est nécessaire. Voilà. Et maintenant, je laisse la parole à Michel, qui, elle, va nous parler et où nous nous rejoignons. C'est à chaque fois que je fais cette expérience de foi. Parce qu'être artiste, c'est vraiment avoir la foi tout le temps. Et comment, parfois, je peux douter, et puis repartir en confiance. Et puis, heureusement, avec l'expérience, d'avoir finalement toujours confiance que la peinture sera la plus grande et m'emmènera et que la création sera toujours à l'œuvre. Et Michel a cette chose formidable d'être donc une experte de la vieillesse, du deuil, de la mort, et donc de pouvoir me donner parfois des clés sur comment la conscience, etc. Bon, je te laisse la parole. Allez. Comment tout ça fonctionne, ça marche, etc., etc. À toi. Mais comment ça marche? C'est vachement dur de passer après vous deux, les filles. Hein. Si, c'est super dur. Non, vas-y. C'est super dur. C'est jamais très, très simple de dire, je vais vous expliquer comment ça marche, le bidule. D'autant qu'en général, quand on discute avec Marie, on est en train de parler vraiment de nos expériences. Et
il y a quelqu'un, un ami que j'aime bien, un philosophe argentin qui s'appelle Sileux, qui dit toujours, sans l'expérience, tout est douteux. Et en fait, on va toujours parler depuis l'expérience que l'on vit, et c'est depuis cet endroit-là qu'on échange et qu'on a envie de parler. Et par rapport notamment à cette question de foi et qu'est-ce qui nous réactive, et voilà. Et en fait, moi, ce qui me touche quand Marie raconte un peu sa peinture et comment elle travaille, c'est ces moments où elle parle. Alors, attends, j'ai pris des notes parce que du coup, ça m'a évoqué d'autres choses. Quand elle parle de le fait de peindre nourrit un espace intérieur, c'est une énergie sur laquelle elle va rebondir et surtout, c'est un vagabondage de la pensée. Il y a un continuum de ce qu'elle fait qui va impressionner l'œuvre en cours. Cette chose-là où on suit la peinture sans savoir. Alors voilà, ce principe d'incertitude qui est posé par, je ne sais pas si pour tous les artistes c'est pareil, mais en tout cas par rapport à ce que raconte Marie, ce principe qui dit je peins, j'avance sur le chemin et de toute façon, je suis ma peinture sans savoir où elle va. Je prends le risque de ne pas savoir. Des fois, ça ne fonctionne plus, mais elle doit faire confiance. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que de par mon travail de formatrice qui accompagne les personnes sur les chemins du questionnement, de la retraite, du vieillissement et jusqu'à la mort, il y a toujours cette question de mais où vais-je? Qu'est-ce qui se passe après? Même si ce n'est pas si présent, qu'est-ce qui se passe après? Et c'est quand même une question fondamentale de savoir, bon, mais les gars, une fois qu'on est mort, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va m'arriver quand je vais mourir? Et j'entends dans ce ressac dont tu parles, Odile, en tout cas dans ce moment où elle peint, où elle crée, cette capacité qui a l'air assez impérieuse d'ailleurs de lâcher prise et d'avancer dans l'incertitude et dans je ne sais pas, ne pas savoir. Il y a plein de philosophes qui ont écrit sur la mort en disant bah, la mort, c'est là où je ne suis pas. Et c'est aussi une question de un moment où il y a une crise d'identité. Il y a quelque chose qui bouge avec cette identité. Et ne pas savoir, ne plus savoir qui je vais être, ou plutôt qui je vais non être en mourant, quand même. Avant de naître, on est non-être, puis on vit, puis après, on va être encore non-être. Enfin, c'est un peu bizarre. Et voilà, donc déjà, il y a cette chose-là qui me touche, il y a plein d'autres choses, hein, mais il y a déjà cette chose-là qui me touche beaucoup de cet état qu'on peut appeler aussi cette question de conscience inspirée, de cette structure globale, en fait, dans cette méditation qu'amène la peinture, cette conscience inspirée qui est capable d'accéder à des intuitions profondes, parce qu'elle est dans cette méditation et qui est capable à ce moment-là de percevoir, d'entendre, d'accéder à des espaces vraiment très profonds de l'être humain et qui peut à ce moment-là les réorganiser et les exprimer en peinture, en art, pourquoi pas en philo, en sciences, etc. Et donc, dans cet état de conscience inspirée, pouvoir toucher ces profondeurs humaines. Et là, je ne vais pas le développer plus, mais c'est ce que vous disiez toutes les deux, notamment aussi Odile, capable de toucher cet espace intérieur, profond, qui touche à la transcendance, qui peut toucher à l'immortalité, si tant est qu'on a cette croyance-là, mais en tout cas qui va toucher quelque chose de profond, parce que à travers cette peinture qui me met en permanence dans l'incertitude, je touche cette non-réponse et je l'admets. J'admets cet espace intérieur, j'admets cette non-réponse qui est la mort et peut-être même qui est le vivant, le mystère en fait. Je l'admets, je l'attrape, je l'entends, je l'organise et je peux le mettre au monde. Et arrive l'œuvre d'art, naît enfin cette nouvelle forme. Ça, c'est ce que j'imagine hein, du peintre, de la peinture et de ma copine Marie-Edith. Et puis après, il y a moi qui contemple. Ah.
Et ce moment-là où moi, je vais contempler sa peinture, alors j'en ai une dans ma maison que je regarde souvent. Moi, je ne vais pas peindre cette chose-là, hein. Je ne suis pas l'artiste qui a créé ça. Ah oui, il y en a plein derrière toi, Marie. En fait, j'aurais dû mettre un beau tableau de Marie-Edith derrière. Je suis trop nulle. Bref, moi, je contemple. Et je pourrais croire que, ben voilà, ma conscience, c'est une espèce de... Mon cerveau, mon psychisme, c'est quelque chose qui regarde. Et alors, la chose qui regarde, bon, il va y avoir une espèce de conteneur de faits psychiques dans ma tête et pas plus. Mais en réalité, la conscience, en permanence, de manière intentionnelle, elle perçoit, elle intègre, elle interprète, elle reconstruit toute la réalité qu'elle est en train de toucher. Elle reconstruit quasiment sa propre nature. Elle dépasse même ce qu'elle est en train de voir pour transcender. Et à ce moment-là, on peut prétendre qu'au moment où je regarde cette peinture, où je la contemple, alors je peux attraper aussi. Je peux percevoir. Et ce n'est même pas un jeu. C'est quelque chose de moi attrape cette transcendance qui a été posée dans la peinture. Quelque chose de moi où il attrape, l'intègre et va la remettre au monde aussi. Donc, le simple fait de contempler, je pense, agit directement en moi. Le simple fait de contempler ce que l'artiste a mis dans son tableau agit également à l'intérieur de moi. Le fait que l'artiste, en touchant cet espace intérieur réparateur, parce qu'il connecte avec l'unité intérieure profonde, en observant, en contemplant, moi aussi, je connecte avec le mien. C'est ça, je pense, qui se passe au moment où je contemple une œuvre d'art. C'est-à-dire que le fait de contempler me permet moi aussi de connecter avec cet espace profond et pouvoir... Vous avez eu ces expériences? Ouais, il y en a qui l'ont, je le sais. Vous avez eu ces expériences de contemplation. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose. On voit bien qu'il nous arrive quelque chose à l'intérieur. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui va se connecter, il y a quelque chose qui va réparer justement peut-être tous nos chocs, nos violences, nos énervements, toutes les choses qui nous altèrent. Quand on est dans cette contemplation, quand on contemple un coucher de soleil ou une magnifique œuvre d'art de l'extraordinaire peintre Marie-Edith Charny-Robin, il se passe quelque chose à l'intérieur. Il se passe quelque chose qui est réhabilitateur. Je pense que le mot réhabilitation, pour moi, est important. Par le simple fait de pouvoir, dans la contemplation, reconnecter avec cet espace interne que l'on a tous. C'est un... Bon, les mystiques se servent aussi de la contemplation. Après, on peut être mystique et alors, du coup, c'est comme une activité voilà, de contemplation pour accéder à des espaces profonds. Mais ce que je crois aussi, et c'est pour ça que je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus d'œuvres d'art un petit peu partout, c'est que même si on n'a pas mis une intention en particulière de méditer, d'accéder à des espaces profonds et réparateurs, je pense que même une personne qui n'est pas forcément dans cette intention-là, si elle prend le temps de regarder, ça va agir. Ça va agir, c'est-à-dire que cette conscience active, elle va être en marche. Il va y avoir quelque chose qui se passe. Il va y avoir quelque chose qui va se passer à l'intérieur de nous, qui va reconnecter avec cette âme immortelle que l'on a, qui va reconnecter avec cet espace intérieur. Ça nous arrive tout le temps. Le problème, c'est qu'on ne s'arrête pas là-dessus 2 minutes. Le problème, c'est qu'on ne prend pas le temps de dire « Ah ouais, non, ce coucher de soleil était vraiment magnifique. Qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je me suis arrêtée un peu, j'étais sans mots devant un tableau. Ça, c'est intéressant. J'étais sans mots. Des fois, on me dit « Oh, t'as vu ce beau tableau, qu'est-ce que t'en penses ?» Rien du tout. Parce que là, mon cerveau, il a fait bzzz. J'ai juste senti. Et j'ai juste eu une expérience. Vas-y, décris-la. Mais j'y arrive pas. Je ne peux pas.
parce que ce que dit Marie, c'est ce que j'aime, c'est que dans cette peinture, c'est le avant les mots. Et parfois, quand on est connecté à cet espace-là, on n'a pas de mots non plus. Parce que quelque chose d'indicible est en train de nous arriver comme message. Parce que quelque chose de profond est en train de nous arriver comme message. Et en fait, moi, ce que j'avais presque envie aussi ce soir, c'est aussi de vous entendre. Alors, vous avez sûrement des questions super intelligentes, mais peut-être aussi des témoignages de moments comme ça où devant une œuvre d'art, devant un magnifique paysage, devant une personne, devant quelqu'un qu'on aime, devant un enfant, devant je ne sais pas quoi, il y a eu ce moment d'émotion où il n'y a plus de mots. Et je crois que là, ce qui est important, c'est de ne pas chercher les mots, mais de se laisser porter par cette émotion qui, en mon sens, est réparatrice aussi. Si tant est qu'en plus que le dessein de l'être humain, c'est de dépasser la douleur et la souffrance. Donc, ouais, je crois que là, il y a quelque chose à trouver, il y a quelque chose à sentir, il y a quelque chose en tout cas à valider. Tiens, il y a Corinne qui arrive. Je crois que c'est ma cousine qui fait du bruit. Ah ouais, c'est elle. Éteins ton micro, mon coco. Merci. Oui, c'est la famille. C'est la famille, c'est comme ça la famille. Voilà, je ne sais pas trop bien par où je suis partie. Je voulais vous dire d'autres choses et je me suis un peu perdue en vrai dans ce que je voulais vous raconter. Mais est-ce que parmi vous, je sais pas, quelqu'un aimerait raconter quelque chose, une expérience, un témoignage par rapport à un moment comme ça de grande contemplation? On a senti cette chose-là qui s'ouvre, qui est un peu cette relation entre l'œuvre d'art et moi. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui... Bon, alors je sais, je viens de vous dire qu'il n'y avait pas de mots, c'est malin. Alors moi, je veux bien partager un peu ce que j'ai vécu dans un contexte un peu particulier, parce que je fais des performances collectives avec des groupes en entreprise, dans l'idée de créer vraiment leur œuvre qui soit la représentation de quelque chose qui leur est propre. Et ça marche avec tout le monde. C'est ça qui était mon premier étonnement, parce que l'idée, c'est d'avoir une vraie œuvre qui soit qualitative. Et il y a eu une fois c'était assez étonnant. C'était une œuvre qui représentait les 10 ans de l'entreprise, qui voulait célébrer les 10 ans de l'entreprise. Et à la fin, il y a eu un moment assez étrange de sidération, un peu de sidération. Sidération, c'est une absence d'émotion, mais ouais, de contemplation du groupe devant ce qui avait été fait. Et en fait, ils étaient extrêmement surpris d'en avoir été capables, d'avoir été légitimes, de reconnaître quelque chose qui leur appartient, qu'ils ont mis dedans. Et j'ai eu des confidences après, comme quoi cette œuvre leur ressemblait pour leurs partenaires. Et effectivement, voilà, il y a une familiarité. J'ai bien aimé ce qu'avait partagé Marie-Édith. Hein. On a une familiarité avec la chose artistique, et tous, et sans limite. Et alors là où j'ai tiqué un peu, du coup je rebondis un peu. Enfin, je tique, une réflexion sur l'œuvre d'art qui trouverait sa vertu parce qu'elle exprime la singularité. Hein, si j'ai bien compris, Marie-Édith, c'est dès lors qu'elle exprime la singularité qu'elle trouve toute sa puissance. Et en fait, moi, mon expérience, alors évidemment, dans ces contextes-là de collectif, je me dis, est-ce que l'œuvre n'est pas plus puissante quand la singularité se reconnecte avec une similarité?
C'est-à-dire quelque chose qu'on a avec le bien commun, avec quelque chose qu'on a en commun, en fait, une vibration qui est commune et qui se reconnaît dans cette expression de singularité. Voilà, c'est plus le questionnement que j'ai. Je pense que l'un et l'autre vont ensemble. C'est-à-dire que nous pouvons être singuliers, particuliers, créatifs, uniques, et en même temps, parce que cette, donc à la fois différencier dans une altérité et en même temps avoir un espace inaliénable. Et cet espace-là peut avoir ce paradoxe-là, d'être à la fois de l'ordre de notre singularité et en même temps de quelque chose que nous partageons, que nous avons en commun. C'est comme ça que je le pose. Voilà, c'est pas une histoire d'être original. C'est pas du tout cette question de l'originalité. La singularité, c'est vraiment qu'est-ce que je vais exprimer au plus profond de ce qui me rend unique. Et en même temps, cette expression de ce que je suis en tant qu'être humain, en tant qu'œuvre d'art unique, rejoint le bien commun, rejoint l'autre. Voilà, c'est dans ce point-là. Est-ce qu'il y a d'autres, parce que moi je pourrais encore dire plein de choses, hein, mais est-ce qu'il y a d'autres témoignages ou questions ou commentaires? Non, Marie, qu'est-ce que tu en penses? Non, tout le monde est quoi? Moi, je veux bien raconter un petit quelque chose sur le sans mots d'une émotion qui m'est arrivée l'an dernier, enfin, non, il y a déjà 1 an et demi, lors d'une grande exposition, une rétrospective d'une artiste qui s'appelle Fabienne Verdier, qui fait des grandes peintures. Bon. Et il y avait deux espaces d'exposition, un espace où elle fait des peintures géantes où je m'attendais à ce que la peinture soit présente, et en fait la peinture était dissimulée sous une laque, hein, comme la peinture chinoise sur les mobiliers chinois. Bon, c'est tout. Je pars dans un autre espace de la ville où une autre exposition de ces œuvres sont à nouveau exposées, mais cette fois-ci c'était plus intime. Il y avait des dessins, et puis il y avait son énorme pinceau, enfin ses outils qu'elle avait exposés aussi. Enfin, et c'était une toute petite pièce, assez sombre, où étaient exposés une dizaine de dessins. Et là, sans que j'ai pas été plus que ça touchée par ces grandes peintures. Je m'attendais à plus de ressenti. Et là, c'est l'œuvre qui m'a attrapée. Et en suivant une ligne, c'était la ligne d'une silhouette de la montagne Sainte-Victoire qui était représentée, mais juste un trait. Et là, j'ai une larme qui a coulé le long de mon nez. Enfin, elle a suivi, enfin, la larme, j'ai remarqué que la larme d'émotion a suivi le parcours du trait. Et ça m'a attrapée et j'ai été émue, ni triste, ni dans la tristesse. Mais voilà. Et là, il s'est passé quelque chose. Et je ne pourrais pas exprimer quoi, ou difficilement. Et c'est à ce moment-là. Voilà. Donc voilà. Un petit témoignage, un petit clin d'œil dans le sans mots. Merci Valérie. Alors, quelqu'un d'autre? Alors, sinon, moi... Ah oui, Gwen. Ah, Gwen. Vas-y. Merci déjà à toutes les trois. Et le titre de la conférence, c'est l'art il y a le mot réparation. Et
Et un peu mécaniquement, avant d'assister à la conférence, en y rêvassant, mais sans vraiment y penser, c'est-à-dire sans me questionner, mais juste comme ça, mécaniquement dans ma tête, il y avait un peu le truc, bah oui, catharsis, enfin, je sais pas, enfin, voilà. Et en fait, et je le sais bien, il se passe quelque chose de beaucoup plus profond que, que ce truc de surface. Et à chaque fois que j'ai rencontré une œuvre d'art, ou même par moments dans des expressions artistiques dans ma propre pratique, en tout cas la rencontre d'une œuvre d'art, il y a un moment donné, c'est des expériences très fortes d'impact où, j'ai l'impression que en fait, c'est comme une vague de justement je ne sais même pas quel mot utiliser, mais c'est comme si j'étais baignée dans quelque chose qui réaligne, qui réalimente, j'ai bien aimé, je sais pas quel mot à utiliser Odile, mais il y a comme un truc de rebootage, de reset. Euh, je ne sais pas comment, c'est-à-dire c'est tellement réénergétisé. Il y a voilà que en fait je suis c'est comme si je recevais une énorme vague de quelque chose qui est si puissant, qu'on pourrait appeler divin, qu'on pourrait appeler profond, qu'on pourrait appeler lumière, mais et qui pour le coup est profondément réparateur. Et voilà. Et même dans des grandes crises, même dans des moments de désespoir, être au contact de l'art a toujours été un point d'appui. Ça m'a toujours sauvée, en fait. Je crois que l'art a sauvé ma vie, a sauvé ma santé psychique, me sauve dans ma santé physiologique et et me soigne dans des couches de l'âme plus subtiles, quoi. Et ça, il y a une espèce de chose où j'en suis persuadée. Quel type d'art, Gwen? Tous, absolument tous. Je suis d'accord parce qu'il y a une signature vibratoire à chaque œuvre d'art, à chaque art. Il y a vraiment un taux vibratoire qui est très différent suivant les œuvres et les arts. Et je pense qu'il y a un art pour chacun, il y a une signature unique pour chacun et il y a une correspondance unique pour chacun. C'est un peu ce que je ressens. Alors, moi, je voulais aussi apporter un témoignage, cette fois-ci en tant que collectionneuse, parce que voilà, je suis artiste plasticienne, mais je collectionne aussi, alors des petites pièces. Et, j'ai donc deux œuvres d'une artiste qui s'appelle Catherine Charlot, qui sont deux papiers et que je n'ai jamais encadrés. Donc, j'ai envie de dire, ce sont deux petits bouts de rien, comme ça, a priori. Elles sont juste pâte à fixer sur un mur et ça fait 18 ans. Et ça fait 18 ans que chaque jour, au réveil, à un moment donné, mes yeux se posent dessus. Et très souvent sans faire attention, voilà, elles sont là comme d'autres choses, jusqu'au moment où, quelques années, un trait de lumière sur ces deux petites pièces m'ont arrêté un peu plus. Et à partir de ce moment-là, je me suis mise à observer ce que produisait le fait de tous les matins les regarder. Sur cette, voilà, ce qu'Odile évoque de l'ordre de la vibration, de comment voilà, c'est une petite œuvre abstraite, c'est très simple, c'est deux feuilles à quatre, c'est deux coups de crayon, c'est deux taches de couleur dans des verres différents, c'est tout. Et pourtant, c'est bien plus que cela.
Moi, j'aurais voulu juste commenter qu'en vous écoutant, en fait, je viens de faire un lien, en fait, entre, enfin, souvent, il y a une approche, enfin, une idée différente de celui qui crée et celui qui contemple. Et là, en vous écoutant, en fait, je retrouve des expériences. Alors, moi, je ne crée rien du tout. Hein, voilà. Par contre, je contemple. Voilà, vraiment, dès que les musées sont ouverts, j'y passe ma journée. Mais en fait, même dans la contemplation, finalement, ce que je retrouve, hein, c'est vraiment de la résonance, en fait. Hein, c'est vraiment des œuvres qui presque qui appellent, hein, finalement. Alors, je suis d'accord, effectivement, Odile, il y a des gens qui résonnent plus avec certaines qu'avec d'autres, hein, avec des formes aussi d'expression plus que d'autres. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est formidable qu'il y ait autant de diversité. Mais en fait, j'ai l'impression que quand on contemple une œuvre et qu'on se laisse happer par elle et qu'on part avec, il y a quelque chose qui est du même registre que de ce que tu commentais avec la création, où finalement, la peinture, puisque c'est ta pratique, t'emporte, hein, vers des rivages que tu soupçonnes pas non plus. Ouais. Et finalement, je trouve que dans la contemplation et dans la création, il y a vraiment des processus assez proches. Comme s'il y avait la même chose, en fait, qui résonnait chez l'un et chez l'autre. C'est pas si éloigné, en fait. Oui, ça j'en ai vraiment la conviction et j'ai aussi vraiment la conviction que celui qui contemple se réapproprie l'œuvre et en la faisant sienne, la réinvente. Et qu'on peut la réinventer à chaque fois que nous contemplons une pièce et que ça peut être la même pièce. Alors là, je dois dire, moi je suis vraiment spécialiste de la contemplation. Non, mais cette question de résonance, ça a aussi à voir avec nous, comment on est, hein, quel moment on traverse, dans quel état on est quand on regarde l'œuvre. Moi, il y a des œuvres, alors pas forcément celles qui sont accrochées dans ma chambre, mais des œuvres que je vois très fréquemment. Et effectivement, la façon d'aller vers elles est différente en fonction de comment on est. Ouais. Ça évolue. C'est pas du tout figé, en fait. Hein. Bonsoir. Bonsoir, Philippe. Bonsoir Philippe. Et en fait, je vous dis bonsoir et je vais vous dire au revoir parce que dans quelques minutes, j'ouvre On fait une conférence. Non, j'ouvre un atelier sur un thème et vous c'est formidable parce que vous m'avez mis dans un préambule où en fait c'est la suite maintenant, puisqu'on va parler d'expériences extraordinaires que l'on a vécues. C'est ça l'atelier que je vais animer maintenant. Et donc, un peu comme quand tu vois un tableau et que paf, ça te tombe dessus, cette expérience dont tu parlais. Et voilà, donc je voulais vous dire au revoir parce que je peux vraiment pas faire autrement que d'y aller. Fermer ce Zoom et d'ouvrir un autre Zoom. Merci. Tu peux nous dire au revoir seulement si tu nous racontes une expérience extraordinaire avec de l'art. Oui, j'en ai une, mais je ne peux pas la développer, mais avec Berthe à Paris, au musée, il y a 2 ans. Effectivement, mais bon, je crois que tous on a des expériences comme ça qui te marquent définitivement. Voilà, eh bien, c'était un moment de poésie pour moi d'être avec vous. Super. J'ai vécu comme ça. Merci. Merci. Hein, merci puis Philippe. À bientôt, à une autre fois. À plus tard. À bientôt, Philippe. Je peux juste, du coup, Philippe me donne une toute petite chose que j'ai beaucoup aimé par rapport au thème de la mort. Hein, pardon, c'est un peu mon dada.
On sait bien que le thème de la mort, c'est un peu le thème humain, la recherche, etc. Et un sociologue de Lyon qui était venu nous parler de ça, Arnaud Pirodon, disait qu'aujourd'hui, la réponse à la mort, c'était soit le déni, je ne vais pas vous le développer, hein, c'était soit le déni, on ne veut pas en entendre parler, la mort interdite, etc. Soit le divertissement, ça on connaît bien, la télé, tout ça, on va se divertir pour ne pas répondre. Et la troisième réponse, c'est la poésie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, répondre ou non répondre à cette non-question, en tout cas, ça peut être que par le vecteur de la poésie. C'est la réponse aujourd'hui à cette question de la mort. Et merci Philippe, du coup, puisqu'on lui a donné un moment de poésie, c'est qu'on doit être proche de ces choses-là. Je pense qu'on les caresse doucement. Et une autre chose qui me rappelle toujours, et alors j'y pense souvent quand je vois des œuvres d'art, et bon, je suis fan donc de ce que fait Marie, mais c'est Bachelard qui disait que la poésie, c'est la réponse aux questions qu'on ne s'était pas posées. Et ça, j'adore. Ça met mon cerveau à l'envers. C'est l'espèce de koan qui me fait partir aussi. Et oui, la poésie, je pense vraiment, on en a vraiment beaucoup besoin aujourd'hui. Et Odile, merci de ta verve militante et poétique de tout à l'heure. Lisez Bobin. Mais oui, La lisez poésie Bobin. de l'âme. Lisez Bobin. Lisez Bobin. Donc voilà, c'était juste mon petit... Parce que je pense que l'artiste, vraiment, il donne une traduction de cette expérience qu'il a eue qui transcende la mort. Avec un langage normal, on n'y arrive pas. C'est quelque chose qui est impossible à traduire. Il faut trouver un moyen allégorique. Et la poésie de l'artiste donne ça, offre ça au monde. Et notre contemplation va faire ce lien, en fait, par cette conscience qui va intégrer et transcender l'objet, va faire le lien avec ce message-là. Donc, on a réellement besoin des artistes. De tous. Enfin, on en est tous un peu... On est tous une œuvre d'art, disait Marie, mais je pense qu'on est tous artistes. Oui, la contemplation de l'œuvre d'art peut nous transcender dans notre finitude grâce au ricochet des miroirs. Michou, tu peux redire Bachelard, la citation? Alors, je le dis de mémoire parce que je n'ai pas retrouvé pour de vrai, j'ai cherché tout à l'heure mais dans mes notes, mais je crois que c'est la poésie est la réponse aux questions ou à la question qu'on ne s'était pas posée. En creux, qu'on n'osait pas, qu'on ne voulait pas, parce que déni, divertissement, non? La mort, je ne veux pas la voir, donc du coup, déni, divertissement, je ne me pose pas la question, mais la poésie va répondre à ça. Merci. Et pardon, Odile, tu dis Bobin, c'est... Bobin, Christian Bobin. Ça Édouard s'écrit Bouba, Christian Bobin, il y a eu des ouvrages de photos et textes de Bobin, mais sinon, toutes les œuvres de Bobin, il publie beaucoup de petits fascicules en livres de poche, beaucoup de choses qui sont absolument merveilleuses. Sa poésie de l'âme est absolument phénoménale. Il décrit avec une simplicité extrême des choses magnifiques. Merci. Idée cadeau. Très belle idée cadeau. Du coup, je me permets de reprendre la parole. Oui, les menteurs. Il a l'heure. Pour dire que et puis c'est une très belle fin de finir sur de si belles recommandations de cadeaux de Noël et de poésie et de citations. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette table ronde. Merci à Michel, Odile, Marie-Édith pour votre intervention. Merci également pour ces très beaux échanges sensibles et poétiques. C'était, je pense, vraiment une belle expérience de partage et ça fait du bien en cette période où il fait froid et on est avec un couvre-feu. Merci à tous. Et puis, je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot pour conclure.
Alors, pour ma part, merci d'avoir été si nombreuses et nombreux à voilà, être présents. Vous pouvez aller voir sur la Galerie des Nouveaux Collectionneurs, puisque nous sommes 35 à exposer en ligne et nous exposerons en mai en vrai à l'Espace Voltaire. Voilà. Et puis, je vous dis au revoir à tous et à bientôt et à la prochaine parce que nous en ferons d'autres. Bien sûr. Merci beaucoup pour ce partage. Merci infiniment d'être venu. C'est très Oui, touchant. merci à tous. Merci de votre soutien. Et puis, joyeuses fêtes de Noël. Joyeuses fêtes. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne contemplation à tous. Bonne contemplation. Et juste, allô, juste une dernière chose. Un élève me demandait ce matin, mais ça sert à quoi l'art, le dessin, la peinture, tout ça? Et j'ai eu un flash, je lui ai ressorti une carte que j'avais qui donnait une citation, mais dont je n'ai pas l'auteur. Et cette citation, c'était « L'art est ce qui donne et ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. » Excellent. Après avoir parlé beaucoup de la mort, ça fait du bien de parler un peu de la vie. C'est clair. C'est une très belle conclusion. Donc, sur ces mots, belle soirée, belle fête de fin d'année, puis au plaisir. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.